Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. La recherche scientifique côtière au Togo voit un nouvel élan grâce au projet Ouaka RECIP. C'est une initiative qui vise à explorer des sujets essentiels comme la biodiversité littorale et la gestion durable des ressources halieutiques. Le secteur agricole togolais subit de plein fouet les effets du changement climatique et ses conséquences sur l'économie du pays. Face à la situation, les autorités mettent en place des stratégies afin d'accélérer la transition économique grâce à une gouvernance climatique. Et puis les représentants des peuples autochtones d'Amazonie et d'Océanie réclament leur place et privilèges lors de la COP30 qui aura lieu en novembre prochain au Brésil. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Togo renforce son engagement en faveur de la protection côtière grâce à un nouvel appui à la recherche scientifique. Grâce au projet Ouaka RECIP soutenu par la Banque mondiale, 10 projets portés par des étudiants en master et doctorat des universités publiques seront financés. Coordonnée par le ministère de l'Environnement, cette initiative vise à explorer des sujets cruciaux comme la biodiversité littorale, la géologie marine ou encore la gestion durable des ressources halieutiques. Les détails avec Honoré Kata. Dans un contexte où les enjeux environnementaux se font de plus en plus pressants, le Togo choisit d'impliquer sa jeunesse académique dans la sauvegarde de ses zones côtières. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le nouveau soutien du projet Ouaka RECIP, financé par la Banque mondiale. 10 projets de recherche scientifique sur le milieu marin et côtier seront financés à travers un appel à propositions lancé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Une initiative qui cible les étudiants en master et doctorat des universités publiques et qui entend conjuguer recherche académique et action environnementale. Les thématiques retenues sont la biodiversité littorale, la géologie marine, l'économie bleue ou encore la gestion durable des ressources halieutiques. Ce programme limité à une période de 10 mois par projet vise un résultat concret, à savoir la production d'articles scientifiques publiés dans des revues indexées d'ici septembre 2026. Cette impulsion scientifique ne se limite pas à la sphère académique. Elle s'inscrit dans une vision plus large portée par le Ouaka qui entend renforcer la résilience des zones côtières grâce à une gouvernance éclairée par la donnée. Présent au Togo depuis 2017, le Togo multiplie les actions en faveur d'une meilleure compréhension des dynamiques marines et de la valorisation durable du littoral. En misant aujourd'hui sur les jeunes chercheurs, il contribue à ancrer l'université togolaise au cœur des réponses aux défis climatiques, tout en comblant un déficit de connaissances devenu urgent. Le Togo est confronté à une menace climatique qui a des répercussions sur les moyens de subsistance et les activités économiques. Face à la situation, il est important de faire une transformation structurelle afin de diversifier l'économie, augmenter la productivité agricole et créer des emplois dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Suivant. Les aléas climatiques tels que les vagues de chaleur accrues, des précipitations imprévisibles et l'érosion côtière sévère impactent considérablement sur le secteur agricole et sur l'économie togolaise. Selon un rapport de la Banque mondiale dénommé Country Climate and Development Report, publié récemment, ces phénomènes pourraient entraîner une diminution du revenu par habitat allant de 12% d'ici 2050. Les populations rurales et côtières seront les plus vulnérables. Pour contrer ces effets, le rapport souligne l'importance d'une transformation structurelle visant à diversifier l'économie, augmenter la productivité agricole et créer des emplois dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Cette approche pourra atténuer les impacts climatiques jusqu'à 20% en réduisant l'exposition directe de l'économie et de la main-d'œuvre aux aléas climatiques. Le document préconise également des investissements dans l'agriculture intelligente face au climat, l'accès à une énergie propre et abordable, ainsi que des infrastructures urbaines résilientes. Ces mesures, estimées à 13,9 milliards de dollars sur 25 ans, pourraient non seulement favoriser l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique, mais aussi stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. Il est essentiel pour le Togo de renforcer sa gouvernance climatique afin d'améliorer l'accès au financement,
avec le développement des instruments financiers verts et la mobilisation du secteur privé. La forêt sacrée de Tchavadé, située dans la commune de Tchaoudjon 1 à Sokodé, dispose désormais d'un plan de gestion et de protection officiellement validé. Ce document permettra de renforcer la protection des écosystèmes et de sensibiliser les communautés locales à une exploitation et à une gestion durable des ressources forestières. Vous en saurez plus dans ce commentaire. La société coopérative simplifiée Albarkascope a procédé la semaine dernière à la validation officielle du plan de gestion de la forêt sacrée de Tchavadé, située à 8 km au nord-est de la ville de Sokodé. Ce manuel de planification s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la gestion durable de la forêt sacrée et à l'autonomisation des femmes et jeunes de Tchavadé. Financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le projet est le fruit d'une coopération entre le Togo et le Programme des Nations Unies pour le développement. Évalué à 228,8 millions de francs CFA, le plan de gestion détaille les actions prioritaires à mener pour restaurer, protéger et exploiter durablement la forêt sacrée. Il repose sur plusieurs axes, dont la gestion participative, la mobilisation communautaire et la restauration écologique. Avant sa validation, les participants à l'atelier ont apporté leur contribution pour affiner le document. L'atelier a également servi de cadre à l'auto-évaluation finale du projet. Les résultats sont encourageants. L'ensemble des activités prévues a été exécuté, soit un taux de réalisation de 100%. En 2 ans, le projet a permis l'enrichissement de la forêt par des essences locales, la mise en place d'un musée communautaire pour la conservation des objets culturels, l'appui à 200 femmes et jeunes membres de l'organisation de producteurs forestiers agricoles à travers des activités génératrices de revenus basées sur les produits forestiers non ligneux, la dotation en équipement de transformation, la formation sur la gestion durable de l'eau, l'agroécologie et le maraîchage. Pour Issifou Abdoulaye, président de la SCOP Albarka, ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement togolais dans le cadre de son ambition de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et de contribuer à la séquestration du carbone. Le Brésil est actuellement exposé aux effets du réchauffement climatique. Cette situation entraîne la montée des eaux et crée l'érosion qui ronge le littoral. Le commentaire a signé Léonce Sabou. Le Brésil, pays hôte de la 30e conférence des parties COP30 sur le climat en novembre prochain, dans la ville amazonienne de Belém, fait face à une augmentation préoccupante du niveau de la mer. Selon les prévisions de l'ONU, le réchauffement climatique aggravera la hausse du niveau de la mer. Dans le village d'Antafona, situé au nord-est de l'état de Rio de Janeiro, par exemple, le niveau augmentera de 21 cm d'ici 2050. Cette localité vit l'une des plus graves catastrophes environnementales au monde qui est l'érosion côtière. Chaque année, la mer prend du terrain en moyenne de 6 mètres. Les maisons sont rongées par les eaux et les rues englouties par le sable. Ici, il y avait 7 ou 8 maisons devant la mienne. Il y avait une avenue et beaucoup de sable. Ma mère a déjà retiré toutes les affaires 5 fois en pensant que la mer allait emporter la maison. Mais on les remet toujours. On garde espoir, surtout qu'on le voit bien. Les rochers font effet. Mais nous sommes dans une situation délicate. Les dégâts sont assez considérables, car plus de 2 millions de personnes dans le pays seraient touchées à long terme par l'élévation du niveau de la mer. C'était toutes mes archives. Je vois que tout est déchiré et détruit. À Santos, dans l'état de Sao Paulo, la mairie cherche des moyens qui permettront d'anticiper et d'éviter les catastrophes économiques et humaines. Avant, à cet endroit, il n'y avait que des pilotis. C'était une aire vulnérable, sensible aux événements climatiques extrêmes, aux incendies, aux inondations. Donc la mairie a aussi fait tout un travail de récupération de la végétation. La mangrove aide à amortir la force de l'eau. Avec le changement climatique, l'augmentation du niveau de la mer est une conséquence inévitable. Donc la mangrove fonctionne comme une barrière naturelle pour la ville. Toutes les actions de notre gestion sont alignées avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Elles ne sont pas seulement inscrites sur le papier, mais ancrées dans nos lois locales. C'est un engagement important. Il faut que les pouvoirs publics reconnaissent la crise et ils doivent être les premiers à la reconnaître. Mais les experts recommandent d'autres alternatives plus résilientes.
Je défends l'idée de la revitalisation et de la revégétalisation de l'écosystème du littoral pour lutter contre l'érosion, plutôt que la mise en place d'une structure rigide qui tôt ou tard va présenter des failles et va avoir besoin d'entretien. Un délai de 15 ans a été fixé pour accomplir le projet de reconstruction de la favela de la ville de Santos, qui est la zone la plus touchée. Le maire invite les autorités à reconnaître et à considérer cette alarmante crise à l'approche de la COP30. Toujours au Brésil, du 7 au 11 avril dernier, environ 8000 personnes se sont réunies dans le cadre du premier rassemblement mondial dénommé Terre libre. D'après les organisateurs, plusieurs milliers de représentants des peuples autochtones d'Amazonie et d'Océanie manifestent pour réclamer les mêmes privilèges que les chefs d'État lors de la COP30. Léonce Sago. Des délégations des peuples autochtones se sont rassemblées le lundi 7 avril à Brasilia. Ils réclament la même voix et le même pouvoir pour leurs leaders que pour les chefs d'État à la COP30, prévue du 10 au 21 novembre dans la ville amazonienne de Belém au Brésil. Vêtus la plupart de tenues traditionnelles et peintures corporelles et issus de 200 peuples, ils se sont présentés au rythme des maracas et des tambours, soulevant un nuage de poussière non loin des sièges des institutions de la capitale brésilienne. Ils étaient près de 8000 à participer au campement qui s'est tenu jusqu'au vendredi. Habituellement, le rassemblement annuel Terre libre regroupe des représentants des peuples indigènes brésiliens. Mais cette année, il reçoit des délégations de la Bolivie, d'Équateur, du Guyana, de la Guyane française, du Suriname, du Venezuela, de l'Australie, des îles Fidji et d'autres pays d'Océanie. Tous ces peuples autochtones estiment partager la même vulnérabilité face au réchauffement climatique. Nous exigeons que les leaders des communautés indigènes et locales aient la même voix et le même pouvoir que les chefs d'État à la COP30, avec la même légitimité et le même pouvoir décisionnaire que les représentants des pays, a affirmé Alana Manchineri, une chef indigène du Brésil. Dans la déclaration conjointe, ces peuples réclament par ailleurs des financements directs pour les peuples autochtones afin qu'ils puissent préserver l'environnement et être compensés pour les dommages subis. Alici Rabukawaka, venue des îles Fidji, où la hausse du niveau de l'océan menace la vie de son peuple, affirme que malgré les difficultés spécifiques dans le Pacifique, ils ont voulu être présents pour montrer aux indigènes d'Amazonie qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. La présidence brésilienne de la COP30 a annoncé la création d'un cercle des leaders indigènes pour permettre aux peuples autochtones d'être entendus lors de cette conférence de l'ONU sur le climat. Sous le slogan « Nous sommes la réponse », le rassemblement Terre libre a conduit plusieurs cortèges vers l'esplanade des ministères, un des lieux emblématiques du pouvoir de Brasilia. En prélude au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra le 24 avril prochain à Madagascar, le groupe Philatex, leader des énergies renouvelables, s'est engagé à soutenir l'État malgache dans plusieurs initiatives. Parmi celles-ci figure le renforcement de l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo. Rafi Tsumbirikou nous donne plus de précisions dans ce récit. Le 24 avril 2025 se tiendra à Madagascar le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Mais bien avant cette rencontre, le groupe Philatex, leader dans les énergies renouvelables, basé à Madagascar, a pris le devant en signant des protocoles d'accord avec l'État malgache. Ces accords clés reposent sur plusieurs initiatives, notamment le renforcement du réseau électrique d'Antananarivo. Hormis les centrales hybrides situées à Mandroseza et à Ansirabe, qui génèrent 52,5 MW d'énergie solaire, Philatex s'engage à garantir la stabilité de la production d'électricité de Madagascar afin d'éviter tout délestage. En effet, le groupe Philatex est acteur clé de la transition énergétique et pionnier de l'hybridation électrique à Madagascar. Il couvre plus de 40% des besoins énergétiques de la capitale.
Depuis sa création, la Commission de l'océan Indien réunit les États de la région pour renforcer la coopération et révéler ensemble des défis communs. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien est l'insistance où ces défis sont abordés au plus haut niveau. Dans la suite de la tendance mondiale du réchauffement climatique, le mois de mars dernier a atteint un nouveau record de chaleur. Les scientifiques de l'Observatoire européen Copernicus s'inquiètent de l'allure que prennent les températures. Vivas Amana. Les températures mondiales sont restées à des niveaux historiquement élevés en mars 2025. Ce dernier, dans la poursuite de la dynamique de 2 années de chaleur extraordinaire sur la Terre, a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon le bulletin mensuel d'information de l'Observatoire européen Copernicus. Le vieux continent qui se réchauffe plus vite a connu des phénomènes contrastés. Pendant que la péninsule ibérique et le sud de la France ont été épargnés par de fortes chaleurs, certaines régions ont connu des précipitations extrêmes, comme en Espagne et au Portugal. D'autres pays comme les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne ont connu un mois historiquement sec. Dans le reste du monde, des études du réseau scientifique de référence World Weather Attribution ont conclu que le changement climatique avait accentué une vague de chaleur intense dans l'Asie centrale. Globalement, mars 2025 a enregistré une température de plus de 1,6 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et d'après certains scientifiques, cela est impressionnant, voire inquiétant. Au niveau mondial, mars 2025 se classe comme le deuxième mois le plus chaud, derrière mars 2024. Il prolonge une série interrompue de records ou quasi-records des températures depuis juillet 2023. C'est sur ces images que prend fin cette édition environnementale. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, l'information continue. Passez une excellente semaine. Green TV International, we revive the environment.